Donc Myriam vous l'a dit, je suis chercheure et clinicienne et mon domaine de recherche concerne véritablement le rôle du cerveau, non seulement dans la vision, l'attention, mais dans toutes les fonctions cognitives. Et du coup, j'étudie ces mécanismes, non seulement à l'état normal, comment ils se développent chez le bébé, dès la naissance, voire même avant la naissance, comment ils se développent tout au long de la vie, comment ils fonctionnent chez l'adulte, mais aussi comment ils peuvent être lésés, déficitaires après une lésion cérébrale. Et vous allez voir que ces recherches peuvent nous amener à nous interroger d'une part sur la façon dont nous voyons dans la vie de tous les jours, mais aussi sur des pathologies et des conditions particulières comme l'autisme. La conférence va être divisée en deux parties. La question de l'apprentissage de la vision, parce que vous ne savez peut-être pas qu'on apprend à voir, et je vais vous l'expliquer. Et puis aussi de tout ce que la vision peut nous permettre d'apprendre, pour vous expliquer à quel point ce sens est vraiment le socle du développement. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage de la vision, dès la naissance, voire même in utero, le bébé va apprendre à voir. Alors pourquoi est-ce qu'on dit apprendre à voir? Parce que vous pensez peut-être que l'œil est l'organe de la vision. C'est peut-être ce que vous avez en tête. Mais il se trouve que l'œil ne permet pas de voir. Si vous aviez un œil tout seul, ce serait exactement comme avoir un appareil photo tout seul, posé sur une table. Il serait incapable de savoir quelle photo prendre et surtout, il serait incapable d'analyser cette photo. Donc l'œil n'est pas l'organe de la vision, c'est le cerveau qui est l'organe de la vision. Parce que l'œil détecte et le cerveau charge à lui de comprendre la photo que l'œil a prise. C'est d'autant plus compliqué que si l'œil prend véritablement une photo, à la sortie de l'œil, il n'y a plus de photo. Donc l'image s'imprime sur la rétine, mais à la sortie de la rétine, qu'est-ce qui se passe avec cette image? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé? En fait, cette image, il va falloir qu'elle soit complètement éclatée, déconstruite, pour être transformée en un signal électrique. Et ce signal électrique va arriver jusqu'au cerveau, dans les régions à l'arrière du cerveau, vous voyez là où il y a écrit visual cortex, et c'est le cerveau qui va recevoir des informations électriques totalement explosées de la scène que les yeux ont reçue, et c'est le cerveau qui va devoir reconstruire cette image. Donc je sais qu'il est tôt ce matin, mais je suis quand même obligée de vous dire que ce que vous avez devant les yeux, en permanence, n'est pas l'image que vos yeux ont captée. Ce que vous avez devant les yeux, c'est ce que votre cerveau a construit comme image. D'accord? Donc, vous ne voyez jamais la réalité extérieure telle que l'œil l'a captée. Ce que vous voyez, c'est que ce que votre cerveau a construit comme image à partir de l'image que les yeux ont envoyée au cerveau. D'accord? C'est vous dire à quel point la vision, c'est une fonction complexe qu'il va falloir apprendre à maîtriser, parce qu'à la naissance, le bébé va avoir des yeux qui vont commencer à capter des images, je vais vous montrer juste après, mais son cerveau n'a pas encore appris à décoder ces images. C'est un petit peu comme ce qui se passe actuellement, vous avez peut-être entendu que pour les gens qui ont des lésions sur la rétine, on peut maintenant mettre des implants rétiniens, c'est-à-dire des caméras numériques qui vont capter les signaux visuels et on espère comme ça restaurer, compenser la cécité. Sauf que pour l'instant, le cerveau ne sait pas comment analyser ces informations que ces caméras envoient. Et donc le bébé, il est dans le même état. Il reçoit des informations de ses yeux sous forme de courant électrique, mais il ne sait pas encore les décoder. Et il se trouve que donc, ces régions visuelles qui vont décoder ce signal qui provient des yeux peuvent ne pas être efficientes. Les bébés peuvent, dès la naissance, avoir des soucis qui vont les empêcher d'apprendre à voir. Ces soucis sont en particulier liés à une naissance difficile, à une grande prématurité, à un accident vasculaire néonatal, ce qui arrive, à une naissance avec le cordon autour du cou,
a un défaut d'oxygénation autour de la naissance. Et toutes ces difficultés sont des difficultés qu'on retrouve aussi dans des pathologies comme l'autisme, justement. D'accord ? On a les mêmes étiologies. Et vous allez le voir, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si un bébé, dès la naissance, ne peut pas faire cet apprentissage de la compréhension de ce qu'il voit. D'accord ? Donc ces problèmes de difficultés à apprendre peuvent survenir évidemment tout au long de la vie, parce qu'un enfant ou un adulte peut avoir un traumatisme crânien, un accident vasculaire, peu importe, qui touche ces régions visuelles et qui vont lui faire perdre ce savoir visuel. Et donc évidemment, tout l'enjeu de notre travail au niveau clinique, c'est d'aider ces enfants à apprendre à voir, ou d'aider ces adolescents ou ces adultes à réapprendre à voir. Quelle est la région du cerveau? C'est là? Tout à l'arrière, vous voyez, c'est ce qu'on voit, je ne sais pas si on a une souris, voilà, c'est ce qu'on voit ici, qui correspond vraiment à l'arrière du cerveau, qu'on appelle les régions occipitales. C'est bien. Et donc, pour que vous me croyiez d'emblée, on va faire une petite expérience. Donc, si je vous montre ce tableau, et que je vous laisse quelques secondes pour me dire ce que vous voyez, vous allez me dire, alors c'est un tableau de Degas, vous le connaissez peut-être. Vous allez sans doute me dire des collines, la mer, le ciel, tout le monde voit à peu près ça. D'ailleurs, le tableau s'appelle Côte escarpée. Tout le monde voit à peu près une côte. Ok. Donc, si je vous montre cet autre tableau que j'ai volontairement retourné, qui est également un tableau de Degas, vous allez peut-être voir apparaître un corps, ce corps au milieu du tableau. Donc regardez bien, vous avez ici ses cuisses, son buste, sa poitrine, son visage et ses cheveux qui pendent. Est-ce que tout le monde la voit? Oui. Et donc vous voyez cette femme que vous êtes en train de voir là, tout d'un coup vous allez la voir, à chaque fois que vous verrez ce tableau, vous la verrez. Mais si vous n'aviez pas appris à la voir, si je ne vous avais pas montré qu'elle était là, vous auriez été aveugle à cette femme. Vous ne l'auriez sans doute jamais vue. Alors peut-être que vous auriez été touché par ce tableau, sans savoir pourquoi, mais le fait est que maintenant, à chaque fois que vous allez voir ce tableau, vous allez la voir apparaître, elle est là. Et vous avez appris à voir. Tout ça pour vous expliquer que si vos yeux ont toute l'information devant eux, si votre cerveau n'apprend pas à décoder, à voir, vous serez aveugle et toute la journée, vous êtes aveugle à des milliers d'informations que vous n'avez pas appris à voir. Donc la vision est véritablement un apprentissage. Et donc le bébé, à la naissance, il a une acuité qui est relativement faible. Vous voyez à gauche en bas, on a ce que voit un bébé à 20 cm. Et d'ailleurs, au passage, vous voyez qu'à 38 cm, les bébés voient beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'en général, on les tient à la distance d'un bras quand ils nous regardent, parce que c'est la distance à laquelle ils nous voient le mieux. Parce que comme ils ne peuvent pas accommoder, s'ils sont trop près de nous, ils vont voir beaucoup plus flou que s'ils sont à entre 30 et 50 cm. Et donc la vision du bébé va évoluer peu à peu, et son champ visuel, qui est très restreint, vous voyez en bleu à la naissance, va s'agrandir et va atteindre la taille d'un adulte à l'âge de 1 an. Et donc dès la naissance, ce qui est très intéressant, c'est que le bébé naît avec des préférences visuelles. Et comme par hasard, ce qu'il préfère regarder, vous voyez, c'est le pourcentage total, du temps total de fixation visuelle, ce qu'il préfère regarder, ce sont les visages humains. C'est-à-dire que le bébé naît vraiment avec une appétence particulière pour le visage humain. Et il ne s'agit pas de lui présenter un visage mélangé, dans le désordre. Lui, ce qu'il veut, c'est un visage bien présenté, d'où l'importance dès la naissance que le bébé puisse véritablement regarder les visages, apprendre à les reconnaître et apprendre à reconnaître ses proches. Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est que le bébé n'aime pas du tout regarder des surfaces
homogène de couleurs, parce que ça ne présente aucun intérêt, et parmi ces couleurs, le bleu est la couleur qu'il aime le moins, parce que ses récepteurs au bleu ne sont pas encore prêts. Donc on a peut-être là l'explication de pourquoi les filles sont plus intelligentes que les garçons. Parce que les garçons évoluent dans des chambres avec des murs bleus, homogènes, qui ne présentent absolument aucun intérêt pour leur vision. Je rigole évidemment. Au contraire, ils peuvent se concentrer sur leur développement intellectuel. Sur leur pensée, exactement. Autre particularité du bébé, dès la naissance, on a montré dans mon laboratoire justement, où il y a un laboratoire qui étudie les bébés à quelques heures de vie déjà. Et donc on a montré que des bébés, dès la naissance, sont capables d'apparier ce qu'ils voient à ce qu'ils entendent, et en particulier le nombre. Et donc vous voyez, si on leur présente 4 petits smileys, et ben, ils vont faire plus attention à 4 sons, comme ça, tu. Et si à l'inverse, ils entendent, vous voyez, 12 sons, ben, ils vont regarder les 12 petits smileys. C'est-à-dire que dès la naissance, un bébé est capable d'apparier le nombre de choses qu'il entend au nombre de choses qu'il voit. Et ça aussi, c'est sans doute quelque chose qu'il prépare à l'analyse, à la compréhension future du monde. Et puis, autre chose remarquable des bébés, les bébés dès la naissance sont capables d'imiter les mouvements articulatoires. Et vous voyez ça, c'est un bébé de quelques heures qui est capable, lorsqu'il a une personne en face de lui, qu'il voit et qu'il entend, donc si quelqu'un dit « A » et le regarde, le bébé va faire avec sa bouche la forme du A. Donc la prochaine fois que vous serez face à un bébé, testez ça. Donc c'est une compétence, une autre compétence remarquable du bébé, qui lui permet d'emblée de comprendre, de se préparer à l'apprentissage du langage. Et puis évidemment, la vision, ça va être très important, parce qu'il va falloir socialement apprendre à reconnaître les objets. Et vous voyez, entre un tube de dentifrice et de la colle, il n'y a pas beaucoup de différence, et pourtant on ne va pas se brosser les dents avec un tube de colle. Et donc le bébé et l'enfant va devoir apprendre à différencier, vous voyez, la gamelle du chien du bol de céréales, c'est pas très différent, et pourtant s'il va manger dans la gamelle du chien, on va se dire qu'il a un trouble du comportement. Et c'est là où je voudrais peu à peu vous amener à l'idée que ces troubles du comportement peuvent prendre leurs racines dans des troubles de l'analyse visuelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appris à différencier les céréales de la gamelle du chien, vous allez pouvoir vous précipiter sur la gamelle du chien sans pour autant avoir un trouble grave de l'interaction, peut-être juste que vous ne faites pas la différence. Alors pareil pour l'attention et le pointage, donc le bébé va apprendre à faire attention à tout ce qui est autour de lui, en particulier au début les stimuli bien contrastés, et puis il va apprendre aussi à regarder dans la direction qu'on lui montre, et ça c'est très important, parce que justement les enfants autistes vont avoir un trouble qu'on appelle de l'attention conjointe, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire attention là où vous faites attention. Il n'y a pas cette association, vous voyez, des regards et des attentions. Mais tout ça est un apprentissage visuel. Même chose pour imiter les gestes. Donc tout au long de l'enfance, le bébé va devoir regarder pour analyser les mouvements et pouvoir imiter lui-même. Donc des enfants qui ne produiraient pas le répertoire des gestes attendus à chaque âge peuvent être des enfants qui n'arrivent pas à analyser visuellement la scène qu'ils ont devant les yeux, sans pour autant avoir un problème aux yeux, hein, on est d'accord, on ne parle pas de malvoyance, on parle vraiment d'un trouble de l'analyse visuelle. Est-ce que c'est une question de synchronisation des différents sens? Alors, non, je vais vous expliquer après, vous allez mieux comprendre. Et donc du coup, la vision va être très impliquée dans l'imitation et dans la reproduction du geste, y compris pour anticiper des actions, pardon, ça va un peu vite. La vision va être aussi très impliquée dans la reconnaissance et l'imitation des émotions. Et là encore, si vous ne comprenez pas visuellement les émotions, vous n'allez pas pouvoir les imiter. Si vous ne les imitez pas, il y a un risque que vous développiez un trouble de l'interaction, parce que imaginez que votre parent vous sourit, que vous restez de marbre parce que vous ne comprenez pas du tout ce que c'est que le sourire, vous n'allez pas sourire en retour, votre parent en face va avoir du mal à interagir avec vous, et on est parti dans une boucle de troubles de l'interaction qui peut prendre naissance véritablement dans l'analyse visuelle des émotions. Et ça, à nouveau, on est à quelques heures de vie, hein. Donc dès la naissance, le bébé doit être capable de faire ça. Oups. Donc,
évidemment, ça va être crucial pour le développement du contact visuel et des interactions. Et c'est pour cette raison que depuis une dizaine d'années, on travaille beaucoup sur le lien entre vision et autisme. Et il y a un diagnostic différentiel très difficile à faire et très important à faire entre ces troubles qu'on appelle neurovisuels, qui sont vraiment des difficultés à détecter, à comprendre, à analyser, mais d'un point de vue cérébral, et de vrais troubles de l'interaction sociale qui, eux, surviendraient chez des personnes qui ont les moyens d'analyser visuellement tout ce qui se passe autour d'eux, mais qui ont un problème, pour le coup, purement social, relationnel. D'accord. Et donc, notre équipe est très engagée depuis 10 ans, non seulement sur la compréhension de la part visuelle de l'autisme, mais aussi sur la prévention, parce qu'évidemment, si on arrive à détecter des bébés dès la naissance qui ont ces difficultés d'analyse visuelle, on va pouvoir les empêcher d'être autistes. Et c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Donc on fait beaucoup de prévention. Donc de la même manière, vous voyez, vous, ça vous paraît évident que l'été, quand il fait chaud, les femmes se dénudent et s'allongent sur quelque chose qui est du sable. Mais imaginons maintenant qu'on s'allonge sur la route, tout habillé, l'hiver, on aurait l'air complètement dingue, alors que c'est pas plus fou de s'allonger en maillot de bain sur le sable. Vous voyez, c'est juste que c'est accepté socialement. Et donc un enfant autiste peut très bien se dire que si on a le droit de s'allonger en maillot de bain sur le sable, on a peut-être le droit de se déshabiller et d'aller s'allonger sur le sable dans un chantier, vous voyez. Sauf que si un enfant fait ça, on va trouver ça complètement incroyable. C'est pas plus incroyable visuellement que ce qu'on fait tous l'été, d'accord. Pareil pour se doucher versus s'allonger nu sous la pluie, d'accord. Donc nous, ça nous paraît totalement inapproprié, mais d'un point de vue visuel, si on montrait ça à quelqu'un qui venait d'une autre planète, il verrait pas forcément où est la différence, d'accord. Donc il y a un apprentissage visuel des conventions qui va déterminer les interactions avec le monde extérieur. Alors ensuite, évidemment, voir nous sert à apprendre. Et donc, toutes ces activités, vous voyez, la relation précoce, les interactions, la désignation, le fait de dénommer quelque chose qu'on voit, la lecture, l'écriture, les maths, tout ça, toutes ces fonctions ont un point commun, c'est qu'elles sont sous l'influence de la vision. Et donc c'est grâce à la vision qu'on va développer toutes ces activités. Et donc inévitablement, si on a un trouble visuel, même neurovisuel, ben on va impacter toutes ces fonctions qui sont cruciales, non seulement pour les apprentissages, mais aussi pour le développement, pour les interactions, etc. Et donc du coup, on a parlé du fait d'apprendre à reconnaître, mais on n'a pas parlé de quelque chose qui est très important, qui est l'attention. Et l'attention trouve aussi son origine dans la vision. Donc là, vous voyez, je vous montre cette image. Vous voyez sans doute des grains de café, ce qui est très cohérent avec ce qu'il y a dans votre tasse, sans doute. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a autre chose? Oui. Bravo. Oui. Vous l'avez vu? Regardez. Au bas à gauche. Ici, là, tout en bas à gauche, là où il y a ma flèche. Oui, Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je l'ai vu. Il y a un visage. Oui, oui. Et donc, trouver ce visage dans les grains de café, c'est une tâche qui nécessite énormément d'attention. Tout le monde le voit? Oui. Et peut-être une femme aussi là-haut, peut-être. Alors ça, je suis pas sûre. L'homme, c'est sûr. Vous n'avez pas vu là? On va jouer encore. Donc, regardez. Si je vous montre ça, vous voyez sans doute des feuilles mortes. On voit quelque chose au milieu, c'est une tête. Alors, vous voyez peut-être ça au milieu. Il y en a deux. Regardez. C'est le profil d'un homme. Regardez, j'ai contouré là le buste d'un homme avec son visage. Est-ce que vous le voyez apparaître à droite? Oui, tout à fait. Mais pendant que vous regardiez ça, vous n'avez peut-être pas vu l'autre. Voilà. Et donc, votre attention visuelle, c'est ce qui va permettre que vous preniez en compte justement tout ce qu'il y a dans une image. Et c'est elle qui va orienter justement la détection de ce qu'il y a dans l'environnement. Et évidemment, si vous avez une difficulté à faire attention visuellement, vous allez avoir des difficultés à voir tout ce qu'il faudrait voir dans la scène. Donc on continue, vous avez l'impression que votre vision c'est vraiment une photographie du monde extérieur, mais votre vision à chaque instant fait des choix. Et donc par exemple dans ce tableau de Dali, vous avez la possibilité soit de voir deux nonnes, vous les voyez là-haut, deux femmes, soit de voir le buste de Voltaire, vous voyez.
C'est un tableau, c'est une figure qu'on appelle ambiguë. Oui, Est-ce que oui. tout le monde voit les deux nonnes là-haut? Oui, oui. Et tout le monde voit bien qu'on pourrait aussi voir un visage. Oui, oui. D'accord. Et donc du coup, tout ça pour vous dire qu'à chaque instant, votre cerveau fait des choix. Et il vous Le problème, donne c'est à que quand voir. on regarde le visage, on voit plus que ça. Exactement. On voit plus les nonnes. Exactement. Et votre cerveau vous donne à voir soit les détails, soit la forme globale. Une fois qu'il a fait un choix, comme vous dites, il va se fixer sur ce choix et vous êtes tributaire du choix que votre cerveau a fait. Et donc ces choix-là, ils s'apprennent évidemment. Qu'est-ce que c'est cerveau droit, cerveau gauche? Parce que Alors quand ça, je j'ai vous réponds, c'est un mythe. C'est un mythe. Mais je vais vous D'accord. répondre après. D'accord. Alors vous voyez, on dit aussi qu'on a l'illusion de voir. Pourquoi est-ce qu'on a l'illusion de voir? Parce qu'il y a des tas de choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas si notre cerveau a décidé de ne pas nous les donner à voir. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous voyez là-haut, vous voyez le corps de Napoléon qui regarde sa propre tombe ici dans le vide. Ah oui. D'accord? Mais ça, Et c'est donc cerveau. si on ne vous indice pas là-dessus, c'est devant vos yeux, mais vous n'allez pas le voir. Et donc on dit qu'on a l'illusion de voir parce qu'on croit toujours que dès qu'on ouvre les yeux, on voit tout ce qu'on a devant les yeux. Mais ce n'est pas le cas. On ne voit que ce qu'on est préparé à voir, que là où on fait attention. D'accord? De la même façon, est-ce que vous voyez tous les visages ici? J'en vois 3. Il y en a un là, Ah oui, il y en a 4. il y en a un là, il y en a un là. Il y en a un à droite aussi. Ici, celui-là, Oui, mais je oui, crois ça, que c'est c'est très bien. Un petit peu, moi. Là, à droite. Voilà, C'est ça. voilà celui-là, celui-là, voilà. Donc, autre point autre mythe qu'on va déconstruire, c'est qu'on vous parle toujours d'illusion d'optique. Donc vous voyez par exemple le carré A et le carré B, vous ne les voyez pas de la même couleur. Tout le monde est d'accord. Oui. Le A vous paraît gris foncé Oui. et le B vous paraît clair. Si je vous dis qu'ils sont de la même couleur, est-ce que vous me croyez? Non, vous ne me croyez pas. Non. Donc comme je savais que vous n'alliez pas me croire, regardez, hop, je vous ai fait une petite animation, j'ai rien touché, hein. J'ai juste mis du noir Ah, autour. oui. C'était à cause de... Vous me croyez pas? Oui. Alors on revient en arrière. Oups, ça allait trop vite. On va revenir en arrière, regardez, je vous remets tout. C'est incroyable. Exactement. En fait, c'est vraiment, c'est le contexte autour qui vous influence. Comme autour du carré A, vous avez des carrés clairs et qu'autour du carré B, vous avez des carrés plus noirs, du coup, votre cerveau vous donne à voir comme si c'était deux couleurs différentes, alors que vos yeux, eux, savent que c'est la même couleur, parce qu'ils sont pas victimes du contexte. Ouais, Et mais donc là, vous ça veut avez... dire que tous les cerveaux réagissent comme ça. Alors là, en Ça ne général... dépend pas des cerveaux. Alors, il y a une part qui dépend des cerveaux, parce que, comme vous avez bien compris, on construit notre perception, et on ne la construit pas tous pareil, parce qu'on n'a pas le même cerveau, mais globalement, on est tous sensibles à peu près aux mêmes effets, parce que notre cerveau est constitué de la même manière. Donc, ce n'est pas une illusion d'optique, parce que là, pour le coup, vos yeux, eux, ils ont bien capté l'information. C'est une illusion de cerveau. C'est votre cerveau qui a appris que s'il y avait de l'ombre et de la lumière, et un contexte différent, il fallait les analyser comme ça. Est-ce que c'est un mimétisme social éventuellement Ah non, un alors là usage pour le coup, Non. non, là pour le coup, c'est vraiment une interprétation de votre cerveau. Et vous, alors, vous m'avez posé la question, est-ce que tout le monde fait pareil? Globalement, oui, mais vous rappelez sans doute de la robe bleue et noire que les autres voyaient blanche et dorée. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu cette illusion, non, vous vous rappelez pas? On vous montrait une robe, et certains la voyaient bleue et noire, et d'autres la voyaient blanche et dorée. Et en fait, cette différence de vision venait à l'interprétation que chaque cerveau faisait de l'illumination de cette robe, de son contexte visuel. C'est exactement la même chose que ça. Alors, autre chose, les publicitaires ont très bien compris tous ces phénomènes d'interprétation visuelle et de vision qu'on appelle implicite, c'est-à-dire que notre cerveau voit peut-être des choses dont nous n'avons pas conscience, et ils s'en servent. Donc vous voyez par exemple dans FedEx, vous aviez peut-être jamais vu la flèche. Vous voyez que j'ai colorié en noir. Et cette flèche, elle est là pour dire à votre cerveau, à votre insu, que FedEx est une société qui livre très rapidement. Vous voyez la flèche qui est très efficace. Ou vous voyez le TGV, le logo du TGV, c'est l'inverse d'un escargot. Et donc en fait, c'est pour raconter à votre cerveau, à votre insu,
que le TGV c'est tout sauf un escargot, d'accord? C'est pareil pour le Toblerone où la famille Tobler a mis dans le logo du Toblerone l'insigne, la montagne, tout plein d'informations qui sont des informations par rapport à l'identité de la marque. Et c'est pareil pour ce qu'on a raconté, vous voyez, pour François Mitterrand, à l'époque de la deuxième campagne présidentielle, où on disait que son visage apparaissait de manière subliminale dans le générique d'Antenne 2 à l'époque, pour vous influencer dans votre vote. Et donc depuis des années, les gens qui font du neuromarketing s'intéressent à ce que vous faites avec votre regard. Vous voyez les taches là-bas dans les rayons, sont les endroits où vous regardez le plus quand vous allez dans un supermarché. Et si les produits qui veulent vous faire acheter sont au milieu, c'est parce que vous allez passer plus de temps avec vos yeux sur la rangée du milieu par rapport en haut et en bas. Une fois que vous savez ça, baissez les yeux, vous allez vous rendre compte que tous les produits les moins chers sont sur l'étagère du bas, parce que vous n'irez pas regarder. D'accord ? Et de la même façon, ils vont mettre les gens dans des IRM fonctionnels, ils vont regarder leur activité de leur cerveau pendant qu'ils voient une canette de Coca ou une canette de Pepsi, pour essayer de comprendre ce que fait leur cerveau quand ils voient l'un ou quand ils voient l'autre et qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc il y a tout un champ sur lequel je ne m'étends pas, qui est le champ du neuromarketing. Et dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est ce qui se passe après une lésion. Donc quand on a une lésion à l'arrière du cerveau, donc par exemple un accident vasculaire chez l'adulte, dans ces régions qu'on appelle occipitales, on peut perdre la capacité à voir dans la moitié du champ visuel, du côté opposé à la lésion. Donc pour la vision, c'est la même chose que pour la motricité. Vous savez, quand les gens ont une lésion, ils peuvent être hémiplégiques de l'autre côté. Pour la vision, on peut perdre la vision dans toute la moitié de son champ, du côté opposé à son accident vasculaire. Et ce qui est très important, c'est qu'avec toutes ces recherches dont je vous ai parlé, qui ont l'air un peu anecdotiques, sur le fait que le cerveau voit des choses sans qu'on en ait conscience, nous, on a mis au point une technique pour stimuler le cerveau de ces patients et pour leur réapprendre à voir à partir de cette vision qu'ils ont gardée, qui n'est pas consciente, mais qui est préservée et qu'on va rendre à nouveau consciente. En quelque sorte, quand le patient, vous voyez, ne voit rien dans son côté gauche après un accident vasculaire à droite, son cerveau, lui, il continue de voir des choses dans cette partie-là, d'accord, sans que le patient n'en ait conscience. Et nous, par les stimulations et par des programmes adaptés, on va pouvoir restimuler cette vision qui est toujours là, qui n'est pas consciente, et redonner la vision consciente au patient grâce à ça. Et vous voyez là-haut, ce sont des champs visuels. Tout ce qui est noir, c'est là où le patient ne voit pas, à son œil gauche, à son œil droit, au moment de l'AVC. Et tout ce qui s'est éclairci en dessous, donc vous avez deux patients, correspondent aux zones qu'on a récupérées en travaillant, en stimulant justement cette vision non consciente. Et donc ensuite, on peut éventuellement mettre les patients, comme on l'a fait là, dans des IRM, enregistrer l'activité de leur cerveau et comprendre comment le cerveau a fait pour récupérer la vision grâce à cet entraînement et donc comprendre tout l'enjeu de la plasticité cérébrale. Voyez. Mais on peut faire ça chez des enfants. Chez des enfants aussi. Oui, j'ai fini dans une seconde et je réponds à toutes vos questions. Donc, en conclusion, retenez qu'on a l'illusion de voir, retenez qu'on apprend à voir tout au long de la vie, qu'on peut avoir un trouble visuel soit à cause d'une lésion de l'œil, soit à cause d'un problème entre l'œil et le cerveau, soit à cause d'un problème cérébral. Donc ça, c'est important. On peut perdre la vision à cause d'une lésion cérébrale. On peut donc désapprendre à voir, mais grâce maintenant aux techniques qu'on a pu mettre au point, on peut réapprendre à voir. Donc nous, on redonne la vision aux enfants ou aux adultes. Ce qui est très important, c'est de dépister ces troubles avant ce qu'on appelle la période critique, parce que pour ce qui est de la vision, passer 3 ans, apprendre à voir à quelqu'un qui n'a pas appris à voir, c'est très difficile. Retenez que la vision, c'est vraiment le socle des apprentissages, et qu'il y a vraiment un risque de confusion diagnostique entre l'autisme en particulier et ces troubles qu'on appelle neurovisuels. Et donc, expliquer aussi aux gens qu'on ne voit pas avec les yeux, mais avec le cerveau. Donc, Myriam a parlé de mon livre récent où je parle de tout ça, mais je voudrais juste finir en vous disant qu'on est en train de créer, là ce mois-ci, on a créé une fondation qui s'appelle Les Yeux dans la tête et qui sera vraiment spécialisée pour
prévenir, dépister, diagnostiquer et prendre en charge ces troubles neurovisuels qu'on ne connaît pas du tout et leur impact sur les interactions et la cognition pour éviter des troubles graves des apprentissages ou des troubles autistiques, ou des troubles graves de l'interaction. Voilà, j'ai fini. Et je réponds à toutes vos questions.